représentation de l'Assemblée nationale. Et vous vous souvenez, on avait dit les députés sont arrivés dans des États généraux, les députés des États généraux sont arrivés à Versailles, ils sont nombreux, ils sont un peu agités. Et le 5 mai 1789, c'est l'ouverture officielle des États généraux. Et on s'est arrêté là en disant que Louis XVI a un discours sec et cassant. Il rappelle bien sûr que il est le souverain, il sera le seul à décider, les États généraux, c'est qu'une forme de conseil en réalité. Et ensuite s'ensuit un discours très ennuyeux de Necker. Alors Necker qui a plutôt apprécié de la population, c'est pas la personne elle-même qui est rejetée, mais il est barbant tout simplement, il parle pendant des heures sur la dette, il parle de finances, de calcul, tout le monde s'en fiche, vraiment ça ennuie tout le monde. Bon, les députés du tiers-État, ils ont pris conscience de leur nombre. On en avait déjà parlé, c'est 99, 98, s'il y a, je dirais à un moment 96% de la population, mais en tout cas c'est quasiment une immense majorité de la population, c'est le tiers-État. Et ces députés, ils en ont pris conscience. Ils représentent en fait l'essentiel du peuple. Et le 6 mai, donc dès le lendemain, on va pas faire jour après jour, on va voir les grandes étapes, dès le lendemain a lieu la séance de vérification des pouvoirs. La séance de vérification des pouvoirs. Donc on vérifie effectivement que chaque député est bien habilité à représenter son bailliage, etc. Et dès cette séance, il y a déjà un conflit éclate. Les députés du tiers-État, les députés du tiers, aussi un député du tiers, sous-entendu les députés du tiers-État, veulent une réunion commune aux trois ordres. Ils veulent qu'on mélange les trois ordres, qu'on arrête de les séparer comme ça. Et dans le même temps, on a déjà un débat pour savoir si on va voter par tête ou par ordre. Donc, est-ce qu'il faut voter par tête ou par ordre? Et la question est évidemment primordiale, puisque, vous savez, évidemment, il y a beaucoup plus de députés au tiers-État que pour la noblesse et le clergé. Donc, évidemment, si on vote par tête, les décisions seront plutôt prises par le tiers. C'est le tiers qui dominera l'Assemblée. Si on vote par ordre, dans ce cas, on estime que chaque ordre compte pareil, et donc dans ce cas, évidemment, il n'y a pas de véritable représentation. D'autant que les députés du tiers-État savent qu'ils peuvent aussi compter sur le soutien du bas clergé. On en avait déjà parlé. Le bas clergé, en gros les représentants de l'Église, mais la petite Église, les petits curés de campagne, etc. Ils sont 200 députés, et en fait, ce bas clergé a les mêmes préoccupations, à quelques détails près, les mêmes préoccupations que les députés du tiers-État. Ils vivent parmi le peuple, ils sont aussi une partie importante du peuple. Ils ne sont pas aussi privilégiés, bien sûr, que la noblesse ou le haut clergé. En outre, très tôt déjà, apparaissent aussi certains nobles, donc députés de la noblesse, qui se disent patriotes, éclairés, des nobles qui ont beaucoup lu les philosophes, qui sont ouverts aux idées nouvelles, qui détestent, comme la plupart des nobles, l'idée d'absolutisme, puisqu'on a répété plusieurs fois, la noblesse, notamment la grande aristocratie, souhaitait partager le pouvoir avec le roi. L'idée, c'était pas d'avoir un roi tout-puissant, comme ça s'est passé. Donc, il y a aussi une partie, en tout cas, c'est plus des individualités ici, des nobles qui sont tout à fait favorables à des réformes de fond, notamment pour limiter le pouvoir royal. Donc, ça fait quand même pas mal de députés qui veulent des vraies réformes, et pas juste qu'on écoute leurs doléances. Or, pendant 5 semaines, le tiers-État va attendre que les députés de la noblesse et du clergé se joignent à eux. Il leur ouvre les bras en disant il faut absolument qu'on fasse qu'un bloc face au roi. Et en attendant, chaque ordre
va voter de façon séparée comme d'habitude sur des questions secondaires. Et tout le mois de mai se passe dans une totale inertie. Il ne se passe rien. Inertie, ça ne bouge pas. Est-ce que c'est bon jusqu'à présent? Pareil, si je vais trop vite, si c'est pas clair, vous m'envoyez un message. Ok, merci. Donc voilà, rien ne bouge au mois de mai, même si on sent une volonté quand même d'union face au roi, qui vient évidemment très principalement du tiers-état qui appelle les autres ordres à le rejoindre. Le 13 juin, dans un premier temps, il ne se passe rien, puisqu'en fait, certes, le tiers-état, une immense majorité des députés du tiers-état veulent que ça bouge, mais les deux autres ordres sont plus frileux en réalité. Il y a aussi quand même évidemment des très conservateurs, au sens où ils ne veulent pas remettre en cause la structure sociale de l'Ancien Régime chez le clergé et chez la noblesse. Même s'il y a quelques individualités qui sortent un peu du lot. Effectivement, il y a aussi peur de la réaction du roi. Il ne faut pas oublier que le roi est un souverain absolu. Et puis il y a aussi surtout la conscience pour certains qu'on est peut-être à un moment charnière. Et les nobles ont quand même tout intérêt à garder leurs privilèges. Même chose pour le haut clergé. Il faudrait peut-être pas qu'on tombe dans une société sans privilèges, par exemple. Donc il y a quand même cette inquiétude-là. Par exemple, il ne faut peut-être pas aller trop loin non plus dans les réformes. Et donc, effectivement, pendant le mois de mai, en gros, le bas clergé et certains députés de la noblesse préfèrent le statu quo. Enfin, on discute, on réfléchit, et il ne se passe pas grand-chose. Le 13 juin, on a 3 curés, ça commence comme ça, 3 curés poitevins, donc du Poitou, qui rejoignent les rangs du tiers-état. Ils ne sont pas d'accord avec la politique générale de leur ordre, et donc ils décident de rejoindre le tiers-état. Ils se sentent beaucoup plus proches d'eux. Alors, presque tous les jours, en réalité. C'est un peu compliqué, je ne rentre pas dans le fonctionnement exact de ces états généraux, qui étaient quand même assez exceptionnels en plus. Mais il y avait des réunions très fréquentes, des audiences en tout cas très fréquentes. Là, de mémoire, je ne peux pas exactement dire. Pas tous les jours, c'est sûr, mais en tout cas, toutes les semaines, des audiences, oui. Donc 3 curés qui rejoignent les rangs du tiers-état le 13 juin, et surtout, date importante à retenir, le 17 juin, sur proposition de Sieyès, le tiers-état, donc on a le tiers-état, plus 18 prêtres, donc aussi issus du bas clergé, se proclame Assemblée nationale le 17 juin 1789, donc ça c'est une date importante, pour l'histoire des institutions, création, déclaration de l'Assemblée nationale. C'est le tiers-état rejoint par 18 prêtres qui décident que désormais ils sont l'Assemblée nationale, et cette Assemblée nationale, elle se reconnaît, on va le voir, elle va se reconnaître la qualité de doter le pays d'une constitution. Alors cette date, elle est importante à plusieurs égards. Bon, d'abord, c'est l'acte de naissance de l'Assemblée nationale qu'on connaît encore aujourd'hui, sous une forme très différente évidemment. Mais surtout, l'idée c'est que désormais, la question des ordres, vous savez, cette société divisée en ordres, ça date du Moyen-Âge, de l'an 1000, la question des ordres est révolue. C'est peu importe qu'il y ait des prêtres, des laïcs, on est tous regroupés, une partie des députés se regroupent en Assemblée nationale, quel que soit l'ordre auquel il appartient. Autre date, sans faire une chronologie qui serait barbante, c'est pour voir un peu les événements, pour comprendre un petit peu des événements dont on parle de temps en temps. Un tiers, c'est le tiers-état, c'était pour aller plus vite. Tiers-état, donc tous les députés du tiers-état, plus 18 prêtres, forment l'Assemblée nationale. Le 20 juin, une date aussi, alors la plus symbolique, mais assez connue, sous prétexte de réparation à faire dans la salle, alors ça s'appelait la salle des menus plaisirs, peu importe, la salle où étaient regroupés les députés du tiers, sous prétexte de réparation, les gardes bloquent l'accès à la salle des menus plaisirs aux députés du tiers-état. Ils leur empêchent en gros de se réunir
parce qu'on commence à sentir la révolte gronder. On leur bloque la salle, donc les députés du tiers-état vont investir la salle du jeu de paume. La salle du jeu de paume. Bon. Et, moment célèbre, dans cette salle, ils jurent de ne plus se séparer jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie. Donc ils font serment, hein, c'est le serment du jeu de paume, vous vous souvenez de ce tableau, enfin vous l'avez forcément vu au lycée ou au collège. Donc dans cette salle, qui est en fait une salle de jeu, hein, le jeu de paume c'est une sorte de squash, enfin je sais pas, je connais pas les règles en particulier, mais ça ressemble à ça. Et donc ils jurent de ne pas se séparer jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie. Donc maintenant, désormais, leur but c'est de faire une constitution. Alors pourquoi les gardes ont bloqué l'entrée de leur salle? En fait, tout simplement pour essayer de calmer le jeu, en fait. Alors il y avait un prétexte, hein, on disait il faut faire des réparations dans cette salle. Donc pendant un petit moment, l'idée c'était en se disant s'ils peuvent pas se regrouper, ils vont peut-être comment dire, se calmer un peu, et puis il y aura peut-être des dissensions dans le groupe. Bon bref, l'idée évidemment c'est de calmer le jeu. Or ça marche pas, ils investissent immédiatement une salle annexe, et puis ils prêtent serment. Et alors, effectivement, risquer leur vie, on va voir juste maintenant. 3 jours plus tard, donc le 23 juin, bon alors là, toujours à Versailles, hein, tout se passe à Versailles. Le 23 juin, toujours 89, hein, bien sûr, Louis XVI se rend finalement devant cette assemblée, dont il casse les décisions, ainsi que toutes les décisions prises par le tiers dans cette soi-disant assemblée n'ont qu'une valeur, et surtout il interdit aux 3 ordres de siéger en commun. Il dit maintenant c'est fini, vous retournez dans vos cases, vos cases au sens ordre, hein, dans vos ordres respectifs, et vous arrêtez ce bazar. En même temps, il leur promet quelques réformes, notamment l'égalité devant l'impôt. Il a bien conscience que là, il est face à des gens très énervés et déterminés, donc il leur promet quand même en échange des réformes. Égalité devant l'impôt, suppression des lettres de cachet, les fameuses lettres de cachet, dont on avait parlé au premier semestre. Bon bref, tout un tas de réformes plus ou moins symboliques, pour leur dire qu'ils ont compris, mais que voilà, maintenant il faut qu'ils rentrent dans les rangs. Une fois le souverain parti, donc il l'écoute bien sûr, une fois qu'il part, les gardes investissent la salle et essayent de disperser par la force les députés du tiers-état. Et à ce moment-là, quelques députés de la noblesse, puisque certains avaient rejoint entre-temps cette Assemblée nationale, quelques députés de la noblesse, dont le fameux marquis de Lafayette, qui s'était illustré pendant la guerre d'indépendance américaine, commencent à mettre la main à l'épée en disant voilà, si vous touchez à nous, on réplique. Et c'est dans ce fameux moment, c'est un grand moment de l'histoire, que Mirabeau, aussi un député de la noblesse, aurait prononcé une phrase célèbre. Alors, il y a plusieurs versions qui existent, je vous en donne une. Donc Mirabeau aurait prononcé à ses gardes qui venaient les chasser de la salle, allez dire à ceux qui vous envoient, allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple. Donc, allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne quitterons nos places que par la force des baïonnettes Donc, allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne quitterons nos places que par la force des baïonnettes. Bon, dans le même temps, Mirabeau fait une proposition qui est acceptée par l'Assemblée avec l'idée que les députés sont inviolables. On ne peut pas attenter à leur personne, attenter à leur vie, les faire sortir de leur salle par la force. Et bon, face à cette résistance, Louis XVI n'est pas fou, il comprend qu'il va falloir lâcher du lest. Le
27 juin, alors les deux dates vraiment importantes, hein, c'est le 17 juin et le 20 juin, le 17 juin en particulier, hein, c'est la fondation de l'Assemblée nationale. Le 27 juin, donc vous voyez, à peine 10 jours plus tard, le roi doit céder sur la fusion des trois ordres, et donc il va lui-même ordonner aux députés privilégiés de la noblesse et du clergé de rejoindre l'Assemblée nationale. Donc, fusion des trois ordres dans l'Assemblée nationale. Et là, cette fois, sur ordre du roi, donc le roi est obligé de... Enfin, il ordonne lui-même aux députés privilégiés de rejoindre l'Assemblée nationale. Deuxième date vraiment importante, après le 17 juin, et éventuellement le 20 juin pour le serment du jeu de paume, c'est la date du 9 juillet 1789. La date du 9 juillet 1789, puisque l'Assemblée nationale se proclame Assemblée nationale constituante. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que désormais, sa mission à cette Assemblée nationale, c'est d'établir une constitution. C'est son premier but. Elle va donner une constitution à la nation. Et cette assemblée, là aussi c'est très important, ça veut dire qu'elle détient, in fine, hein, c'est pour ça que c'est pas juste un mot comme ça, cette assemblée détient le pouvoir législatif et le pouvoir constituant, puisque c'est elle qui va créer la prochaine constitution du pays. Donc cette assemblée, elle détient de fait le pouvoir législatif. Je rappelle, hein, autrefois le pouvoir législatif, il appartient au roi, c'est au roi seul qui fait les lois, il peut donner et casser la loi, comme disait Baudin. Alors, selon un processus très particulier, évidemment, il ne fait pas tout comme il veut, mais c'est lui qui est le détenteur de ce pouvoir législatif. Désormais, c'est l'Assemblée nationale. C'est-à-dire ce pouvoir échappe au roi, en fait. Le roi, il est en train de perdre des pouvoirs très importants. Alors, on va y revenir sur le veto, ce sera effectivement le mécanisme mis en place, notamment par la Constitution. Mais bon, le pouvoir législatif, désormais, c'est l'Assemblée nationale. C'est quand même pas rien. Et en plus, puisqu'elle a l'Assemblée, le pouvoir législatif, cette Assemblée, elle a aussi le pouvoir constituant. Elle va doter le pays d'une constitution. Puisqu'elle a ce pouvoir législatif, maintenant, elle va commencer à détruire, avec des réformes, l'Ancien Régime, tout l'ordre social et politique de l'Ancien Régime. Constituant. Évidemment, elle va s'en servir de ce pouvoir pour faire enfin les grandes réformes qu'elle attendait depuis si longtemps. Le problème, c'est que le roi ne réagit, là encore, pas très bien. Alors, c'est pas que Louis XVI, évidemment, il est pris entre tous les feux possibles. Je fais ni son procès, ni son éloge. Il s'est trouvé à ce moment-là de l'histoire. De façon assez maladroite, il va concentrer des troupes autour de Paris. Il sent bien sûr venir les violences, mais il va un peu les attiser aussi en multipliant les troupes autour de Paris. Les Parisiens, ils vont commencer des émeutes. Ils se sentent menacés, ils ont peur que le roi récupère son pouvoir. Dès le 11-12 juillet, la panique commence à Paris, on a des premiers combats, on a des milices qui commencent à se créer. Et le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. La prise de la Bastille, cette fameuse prison dans laquelle d'ailleurs il n'y avait presque plus personne à ce moment-là, mais bon, symboliquement, c'est la prison du roi. Le peuple libère les prisonniers. Et c'est à ce moment-là que la violence commence à embraser le pays, puisqu'il y a ce qu'on appelle, commence la grande peur. Alors là, ça se délocalise de Paris, ça part en province. La grande peur, c'est une sorte de mouvement de panique collective entre juillet et début août 1789. La grande peur, c'est dans la chaleur de l'été, il y a des pillages, des mutineries de soldats, des peurs toujours la même peur en réalité, de famine. Et dans le même temps, la révolution s'exporte
en province, avec ce qu'on appelait le mouvement municipal et fédéral. Alors ça, c'est quelque chose d'assez important à comprendre. En province, hein, là, on sait ce qui se passe à Versailles, bien sûr, on est informé, et dans le même temps, dans les villes, grandes ou petites, on s'organise aussi, et on va remplacer les membres des municipalités par des comités révolutionnaires. Désormais, dans les grandes villes, même les petites et moyennes villes, sont des comités révolutionnaires qui vont prendre le pouvoir, ou quand ça se passe plutôt bien avec l'élite locale, on va rajouter, de façon donc moins révolutionnaire, on va rajouter des représentants du peuple dans les instances de décision locale. Donc soit les comités révolutionnaires investissent complètement le pouvoir municipal et remplacent les anciens dirigeants, soit on rajoute des représentants du peuple dans les instances de décision locale, dans les villes où il y a en fait moins de conflits avec l'élite. Et finalement, ces communes, puis ces provinces vont fonder ensemble des fédérations, plusieurs villes d'une même région, etc., vont former une fédération révolutionnaire, pareil, en disant on représente aussi le peuple dans ces provinces-là. Et il y a un vrai conflit qui aboutira évidemment à des guerres sans merci entre ces fédérations et l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que les fédérations, elles prétendent également représenter la nation et même la base de la nation. Là, c'est la nation des territoires, comme on dit aujourd'hui. La fédération prétend représenter la nation aussi. Alors que l'Assemblée nationale, on va voir, les députés de l'Assemblée nationale, eux prétendent également représenter la nation. Donc il y a une sorte de concurrence entre les fédérés, ce qu'on appelle les fédérés dans ces provinces, et les députés de l'Assemblée nationale, qui ont la même prétention, c'est-à-dire représenter la nation tout entière. Évidemment, on ne peut pas avoir deux représentants, il n'en faut qu'un. Autre point aussi qui va les séparer, c'est que ces fédérés sont plus populaires. C'est des gens effectivement qui sont plus proches de la base du peuple, alors que les membres de l'Assemblée nationale, vous vous rappelez, même dans le tiers-État, ce sont des bourgeois, et parfois des grands bourgeois. On l'avait dit, ces députés qui sont envoyés à Versailles, en réalité, ce sont des juges, des avocats, des grands propriétaires terriens, des grands commerçants. Ils sont assez loin des premières préoccupations du peuple. Les fédérés sont plus proches de la base et donc plus proches des problèmes quotidiens, entre guillemets. Donc socialement, il y a aussi une différence entre les fédérés et ces députés de l'Assemblée nationale. Au mois d'août, donc la Grande Peur qui se termine début du mois d'août, le 6 août, et au mois d'août, la révolution sociale et juridique commence à s'opérer. Alors deux grandes dates, il y a plein de réformes bien sûr, deux grandes dates très importantes et symboliques aussi. Une que vous connaissez, la nuit du 4 août, on est toujours en 89. Alors oui, voilà, effectivement, les fédérés sont présents dans tout le territoire, alors que les députés, eux, sont à Versailles. Mais ils ont tous les deux la même idée, c'est-à-dire représenter la nation. Les fédérés, eux, c'est dans les territoires, l'Assemblée nationale à Versailles, sauf que l'Assemblée nationale prétend représenter toute la nation. Et les fédérés aussi, donc ça va poser un problème. Alors effectivement, la nuit du 4 août, c'est la fameuse nuit de l'abolition, la suppression des privilèges féodaux. Alors bon, c'est un peu plus compliqué, on ne va pas rentrer forcément dans les détails. L'idée, c'est que le vieux régime de privilèges et le vieux régime féodal est détruit par une série de décrets. Ce sont des décrets. Donc pour simplifier, parce que c'est un peu plus compliqué, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là, les privilèges de l'Ancien Régime disparaissent avec ces décrets. Alors, en fait, ils ne disparaissent pas tous. Ce sont les plus évidents qui disparaissent. Mais souvent, on en fait abolition des privilèges, et c'est en partie vrai. Beaucoup de privilèges disparaissent avec ces décrets du 4 août. Autre date que vous connaissez aussi par cœur, le 26 août 1789, c'est
notion de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On y en reviendra. DDHC pour aller vite. La fameuse DDHC. Alors bon, pareil, ce texte, comme tous les textes importants. Alors attendez, on m'a posé une question. Vous pouvez répéter ce que vous avez dit sur le mois d'août avant la nuit du 4